Madame et Monsieur, bonjour à tous et à toutes. Radio Liberté est heureuse de vous retrouver à 7h pour l'émission L'invité de la semaine. Le magistrat Christophe Compaoré, procureur général après la Cour des comptes sur le plateau de la 92.8 FM pour ce numéro. Monsieur Compaoré est par ailleurs ancien secrétaire général du syndicat des magistrats burkinabé SMB, un des 3 syndicats de magistrats. Christophe Compaoré, bonjour à vous. Bonjour. L'invité de la semaine est mise en onde par Mariette Kokora devant ce micro, Atiana Serjulon. Alors, bientôt vous êtes un retraité. Oui. Exactement à partir du 29 janvier 2020. Oui. Comment se passent les derniers jours à la Cour des comptes? Mais avant de répondre à votre question, je voudrais dire merci à la Voix citoyenne, Radio Liberté. Et ma pensée va à l'endroit donc de toutes les victimes du terrorisme. Et je voudrais rendre hommage à mes devanciers. Je ne peux pas tous les citer, mais je pense que j'ai évolué sur les pas de Aimé Nikema et Alidou Ouedraogo. Aimé Nikema qui a perdu la vie sur la route de la liberté et Alidou qui est physiquement diminué parce qu'effectivement il s'est engagé pour la lutte contre tous les droits humains. En ce qui concerne donc les victimes du terrorisme, je pense que c'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas mises en œuvre les conclusions de Vienne de 1998 qui ont préconisé donc la mise en œuvre effective de tous les droits humains pour tous. C'est ce qui explique aujourd'hui la situation du terrorisme dans notre pays. Donc, pour ce qui concerne votre question plus précisément, effectivement, le 29 janvier, il serait remis à mes parents. Mais comme toute personne qui s'est engagée pour le progrès de son pays, je ne vais pas rester les bras croisés. Je serai toujours disponible. Étant donné que nous avons œuvré à créer des cadres qui permettent aujourd'hui à notre peuple de lutter. Je vais parler donc du MBDHP, je vais parler donc du RENLAC. Et donc, je serai toujours disponible pour accompagner donc les camarades. On va remonter dans le temps. Nous sommes dans les années 1981. Monsieur Christophe Compaoré commence une carrière dans la magistrature. Rapidement, vous avez commencé comme substitut du procureur du Faso au tribunal de grande instance de Bobo, puis à Ouagadougou, conseiller à la cour d'appel, substitut une fois de plus encore après la cour d'appel, substitut du procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouaga, juge d'instruction à Fada, conseiller à la cour d'appel de Ouagadougou, commissaire du gouvernement. Aujourd'hui, procureur général près la Cour des comptes, et c'est à ce poste que vous allez à la retraite. Déjà, comment a commencé la carrière de magistrat que vous êtes? Nous sommes dans les années 1980. Le 30 octobre 1981, j'ai été intégré à la fonction publique et mis à la disposition du ministère de la Justice. J'ai été affecté à Bobo comme substitut du procureur. Effectivement, à l'époque, j'avais 26 ans. Et tout simplement parce que nous... Comment ça se passait déjà, la formation? Est-ce que c'est la même chose comme aujourd'hui pour les magistrats qui passent par l'École nationale d'administration et de magistrature 2 ans ou 3 ans selon les promotions de formation? Vous, à votre temps, comment ça se passait en 1982? Il faut rappeler un peu que c'était un corps qui n'était pas du tout fréquenté, ou du moins les gens n'aimaient pas la magistrature à l'époque. Et je me rappelle qu'il y a eu des équipes qui ont sillonné les différentes universités pour inciter les étudiants en droit de migrer vers la magistrature. Mais en même temps, il faut dire que j'arpentais déjà les palais de justice pour suivre les audiences. Donc je connaissais un peu le statut à l'époque qui permettait de recruter les juges intérimaires. Donc lorsque j'ai fini mes études en 80 à Lomé, je suis rentré et j'ai déposé donc un dossier au niveau du ministère de la Justice pour être intégré comme magistrat intérimaire parce que la disposition existait. Magistrat intérimaire. Voilà, donc il n'y avait pas de concours en tant que tel comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de concours et tous ceux qui déposaient par exemple leur dossier pour la magistrature allaient en France. Mais il y avait la possibilité de rester pour être juge intérimaire. Donc j'ai fait une année et ensuite je suis allé à l'école de la magistrature. C'était par option ou c'était le choix du candidat? Aller en France faire la formation ou rester pour être juge? Non, puisqu'il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas d'école de formation à l'époque. Donc pratiquement
tous les magistrats de l'Afrique francophone étaient formés à Paris, en France. Et c'est à l'issue donc de cette formation de 18 mois que j'ai été intégré comme magistrat plein. Et vous avez commencé à Bobo Dioulasso comme substitut du procureur du Faso. Oui. Comment se passait déjà à l'époque en tant que dans votre touche de substitut du procureur du Faso au tribunal de grande instance de Bobo Dioulasso? Non, j'ai eu cette chance que j'avais des aînés. J'avais des aînés qui m'ont encadré. C'est sur les plis de leur robe que j'ai évolué. Et je revois un peu le doyen et paix à son âme, Sikono Traoré, qui était le procureur et j'étais son substitut. Et pratiquement, nous traitions les dossiers ensemble. Et si vous avez remarqué un peu dans ma carrière, pour mes réquisitions, pratiquement, nous avons cette faculté de développer beaucoup plus tous les aspects devant le juge. Donc c'est comme ça que j'ai évolué. Et j'avais cette chance également qu'à l'époque, Alidou était à Gawa. Alidou Ouedraogo. Lui, il était à Gawa et justement, nous avons pu organiser son mariage. Donc nous avons déjà ces rapports qui me permettaient déjà d'être en plein dans l'exercice de mes fonctions. Alors, substitut du procureur du Faso, juge d'instruction, conseiller à la cour d'appel, commissaire du gouvernement, procureur général après la cour des comptes, on a l'impression que vous avez touché un peu à tous les métiers de la magistrature. Oui, bon, mais en sous-ordre. En dents de scie, tantôt au bas de l'échelle, tantôt au haut de l'échelle. En dents de scie. Qu'est-ce qui explique justement cette situation? Parce que tantôt on a l'impression que c'est une promotion, après on vous rabaisse, après on vous promet. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous voyez, quand je pense à ma carrière, tout ce que j'ai traversé, pour paraphraser un peu l'artiste ivoirien Kérosène, je mets mes genoux à terre pour rendre gloire à Dieu parce que, effectivement, du fait de notre engagement pour une justice indépendante et impartiale pour notre pays, nous avons subi donc toutes ces brimades-là. C'est ce qui explique que j'ai fait une carrière en dents de scie, mais en même temps, j'ai pu imprimer, avec l'aide de beaucoup de collègues, la marque de ce que nous estimons que c'est juste au niveau donc de notre pays. C'est ce qui explique un peu que j'ai fait une carrière de dents de scie, mais en même temps, je ne regrette pas parce que quel que soit le poste que j'ai occupé, j'ai pu effectivement poser des actes qui ont fédéré les collègues. Donc, ce qui explique aujourd'hui le comité intersyndical. Qui regroupe les 3 syndicats de magistrats. Voilà. Vous avez évoqué votre carrière en dents de scie. Effectivement, on a en mémoire un peu cette question de licenciement en 1985. Oui. Déjà 4 ans après seulement votre intégration. Oui, ça c'est dû à ma conviction de juge patriote. Et à l'époque, c'était la période révolutionnaire. Dite révolutionnaire de mon point de vue, puisque toutes les conventions internationales que nous avons ratifiées n'ont pas été remises en cause. Et par rapport à cette question, nous étions vraiment conscients qu'il fallait aller dans ce sens-là pour permettre aux Burkinabés de bénéficier d'une justice impartiale et indépendante. Alors, revenons sur cet épisode de 1985, votre licenciement. Qu'est-ce qui a prévalu à cette décision? C'est comme je l'ai dit, c'est-à-dire que si je revois un peu le film, les gens, ils ont constaté que au niveau de la magistrature, il y avait des collègues qui mobilisaient et qui n'étaient pas pour qu'il y ait une caporalisation du pouvoir judiciaire. Et à l'époque, je me rappelle, nous avons eu plusieurs rencontres au niveau donc du cabinet du président à l'époque qui était Salif Nevié, paix à son âme. Et à l'époque, Simon Compaoré était directeur de cabinet de Blaise Compaoré. Qui était ministre de la Justice à l'époque. Oui, ministre d'État chargé de la Justice. Donc, ne comprenait rien. Et il est venu, il nous a rencontrés. Vous parlez de Simon Compaoré? Oui, il nous a rencontrés, on lui a expliqué véritablement les problèmes à l'époque. Moi, je tenais le 4e cabinet d'instruction, Madame Bonkungu et Juliette, Fofana Ramata, et puis Diara Henri Richard. Et à un moment donné, moi, j'ai eu à dire à Simon que je ne répondais pas de lui parce que
Pour moi, mon supérieur hiérarchique, c'est le président de la chambre d'accusation. Mais je suis là parce que c'est par respect. Et je lui ai expliqué, il dit si je continue, il va me marnommer. C'est la marque de son pistolet qu'il portait à l'époque. Mais ça ne m'a pas découragé. Je suis resté sur mes principes. Et ils ont estimé à un moment donné, lorsque je suis allé à la maison du peuple, j'ai dit que le pass n'était pas bon pour mon pays. Le programme d'ajustement structurel. J'ai dit que le pass n'était pas bon pour mon pays. C'est en ce moment donc il y a eu toute une campagne. Nous avons été licenciés. Et Bouli Abderrahmane, qui est aujourd'hui à la retraite. Bouli Abderrahmane était secrétaire général du ministère de la Justice et moi j'étais juge d'instruction. Nous avons été les deux à être licenciés. Vous n'étiez que deux? Pour le moment, puisque les autres ont suivi après. Alidou, plus les autres collègues, ils ont suivi après. Alors, donc Alidou a été suspendu en 85 et nous avons été licenciés en 85 et c'est après coup que les gens ont été, plus d'une dizaine de magistrats ont été licenciés. Et par la suite, vous avez été réhabilité? Nous avons été réhabilités. Ça remonte à combien d'années après le licenciement? Il faut dire que c'est 2 ans après. En 1987? Oui. Alors, comment on l'a vu, votre carrière, ça a évolué en dents de scie, avec des brimades, des situations, on a estimé que vous étiez incapable d'assumer des responsabilités, mais finalement vous êtes resté. Et à plusieurs reprises, vous avez dit que n'eût été l'insurrection, même le poste de procureur général près de la Cour des comptes, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident du tout. Qu'est-ce qui vous motive à dire cela? Non, mais je vous rappelle que le ministre Badini, a bien dit que lui, il préfère les juges acquis que les juges non acquis. Et à l'époque, je n'étais pas un juge acquis. C'est ce qui explique les brimades. Malgré les compétences que tout le monde reconnaît, mais à partir du moment où on ne peut pas me faire aller dans un sens donné, je ne pouvais pas être au poste de responsabilité. Et finalement, procureur général près de la Cour des comptes, vous estimez que c'est la seule responsabilité de toute cette carrière que vous avez occupée? Du point de vue professionnel, oui. Mais du point de vue responsabilité sociale, j'ai toujours été responsable. Mais du point de vue professionnel, je n'ai jamais été en première ligne comme à l'heure actuelle au niveau du parquet général de la Cour des comptes. Donc il y a une différence. Il y a la responsabilité sociale que j'ai assumée depuis mon intégration jusqu'à aujourd'hui. Mais la responsabilité professionnelle, c'est à partir de 2016 où j'ai été promu procureur général près la Cour des comptes. Alors, globalement, de toute cette somme d'expérience-là, de cette carrière dans la magistrature, quand vous fermez les yeux, après vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous ressentez de cette carrière? Je ne suis pas du tout déçu, parce que malgré ces brimades, j'ai eu des filleuls, la 7e promotion des magistrats. Malgré les brimades, j'ai une promotion qui a choisi. Qui vous a choisi comme parrain. Comme parrain. Et qui marche également sur les plis de ma robe. Et donc, c'est une satisfaction morale. Lorsque je les rencontre, ils me rappellent toujours que le discours que j'ai eu à prononcer leur sert de boussole jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, Niger n'avait pas une école de magistrature, donc il y avait des Nigériens qui étaient là. Je reçois toujours des correspondances de ces Nigériens qui ont été mes filleuls. Donc, pour moi, quel que soit le poste, on peut être utile à un corps ou à son pays. Et c'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas forcément être en première ligne. Non, pas forcément. Et à propos de ces filleuls, où sont-ils? Qui sont-ils? Est-ce que vous êtes fier de ce qu'ils font jusqu'à présent? Oui. La 7e promotion? Oui, je suis fier. Si vous prenez le président du TGI de Ouaga, du tribunal de grande instance de Ouagadougou, c'est un filleul. Pascal Compaoré. Oui, si vous prenez à la cour d'appel, ils sont entassés à ce niveau. Et donc, j'ai même un filleul qui est au niveau de la cour des comptes avec moi comme conseiller. Donc, ça veut dire que c'est quand même une bonne chose pour moi. Mais Madame Kima, Madame Ouedraogo Bibata, Madame Sanou Touré, bon, et vraiment un certain nombre qui sont au niveau des cours d'appel et de Ouagadougou, tout comme au niveau donc des hautes juridictions.
Aujourd'hui, au moment où je m'apprête à partir, je suis satisfait. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, le procureur général de la Cour des comptes, Christophe Compaoré, est notre invité. Il est ancien secrétaire général du syndicat des magistrats burkinabés. Alors, parlez un peu de votre bilan. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre, des insatisfactions, des regrets par rapport à cette carrière? Du point de vue professionnel, évidemment, compte tenu du fait que j'ai fait une carrière de dents de scie, je n'ai pas pu imprimer comme je le voulais. Je voulais que la justice soit dans mon pays, quoi. C'est sur ce plan qu'il y a des insatisfactions, mais je peux dire que de façon globale, je suis satisfait parce que quand je prends la période où j'ai été intégré jusqu'à maintenant, j'ai connu pratiquement plus de 20 ministres de la Justice. Et parmi ces ministres de la Justice, celui qui m'a marqué ou celle qui m'a beaucoup marqué, Madame Ouedraogo Joséphine sous la transition. Positivement? Positivement parce qu'elle a épousé ce que nous voulons. Et c'est ce qui explique. Alors qu'elle n'est pas du corps. Pendant longtemps, le corps était dévolu à des magistrats. Voilà. C'était comme la chasse gardée des magistrats. Voilà. Donc, le ministère de la Justice. Je lui rends hommage parce qu'elle a compris, à partir des États généraux, qu'il fallait faire quelque chose pour le pouvoir judiciaire. C'est ce qui a conduit à la déconnexion. Avec la réforme, qui est une première presque dans le système francophone que le Burkina a copié. Que même la France envie aujourd'hui. Et qu'en est-il du bref passage de Paul Kiemde qui est enseignant de droit? Parce qu'à l'époque, on a dit que c'était le système, mais sinon il était animé de bonne volonté. Il n'a pas su s'imposer. Il n'a fait qu'un bref passage. Voilà, à peine, est-ce qu'il a même fait un an? Donc, il ne pouvait pas. Et quel ministre de la Justice vous a négativement impacté, vous a négativement marqué? C'est mon ami Bourema Badini, qui était même mon co-chambrier quand on était à l'université. Mais bon, il a opéré un choix. Sur certains principes, il reconnaît quand même que Christophe est resté lui-même. Des années plus tard, c'est ce qu'il vous a dit. Ouais. Quand vous vous retrouvez aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Entre anciens co-chambriers à l'université? Non, il me dit non, Christophe, bon, il est bien vrai qu'on n'a pas de point de vue, mais quand Christophe se préoccupe d'une question, c'est que la question est juste. Même s'il n'épouse pas ce que je fais, il reconnaît. Il reconnaît que ma position a toujours été juste. Mais lui, il a opéré un choix. De cette carrière substitut du procureur du Faso, TGI de Ouaga, Bobo, juge d'instruction, conseiller à la cour d'appel, commissaire du gouvernement, aujourd'hui procureur général de la cour. Est-ce qu'il y a un dossier qui vous a particulièrement marqué? Il y a eu plusieurs, mais bon, je vais peut-être opérer un choix. Et c'est surtout le dossier Norvège-Zongo. Le dossier Norvège-Zongo. Vous avez connu de ce dossier? Mais je l'ai suivi, son évolution ne m'a pas du tout plu. Comme je l'ai dit dans l'interview en mutation, lorsque les faits se sont produits en professionnel, j'ai dit que ce n'était pas un accident. Et nous sommes allés sur les lieux et nous avons pris le soin de faire les photos. Et quand vous allez au Centre national de presse norvège, vous voyez les photos. C'est l'actuel président qui est devant le véhicule presque. L'actuel président du MDHP. Donc nous avons pris les précautions. Nous avons suivi le dossier jusqu'au non-lieu. En 2006. Oui, on a continué à lutter. Et aujourd'hui, le dossier, il est bien complexe, mais ça évolue. Donc, c'est ce dossier, la manière de traiter ce dossier qui ne m'a pas du tout plu en tant que magistrat. Et en tant que praticien, un dossier que vous-même vous avez géré, c'est vrai que vous avez dit qu'il y en a plusieurs. De mémoire, est-ce que vous avez des cas comme cela qui vous ont peut-être marqué au regard des faits ou au regard peut-être de la décision qui a été rendue ou au regard de vous-même vos réquisitions? Non, je sais qu'il y a eu un dossier que j'ai eu à traiter. Ça concernait une compagnie d'assurance. Je sais que lorsque nous sommes rentrés en délibéré, nous avons argumenté. Il y a une personne qui a été mise en minorité, malheureusement, qui était le président de la Chambre. Là, c'est à la cour d'appel. Oui, même si par ailleurs, il ne pouvait pas être mon président compte tenu de votre ancienneté. Voilà, donc la personne a disparu. Nous avons attendu.
Nous avons attendu jusqu'à midi, la personne n'est pas revenue. À 15h, j'ai dit aux autres collègues de revenir. On a attendu, il n'est pas venu. Je suis allé voir le premier président de la Cour d'appel. Qui était-ce à l'époque, le premier président de la Cour d'appel? Je préfère ne pas donner le nom. Et je lui ai dit non. Les auditeurs voudraient savoir, M. Compaoré. Non, je vais... Non, mais les gens se reconnaîtront. J'ai tout simplement dit au président, j'ai dit, mais vous savez que c'est par respect. Sinon, il ne peut pas être mon président. Voilà ce qui s'est passé, mais je ne veux pas vous donner l'identité du dossier. Et justement, vous avez parlé de ma carrière de conseiller de commissaire de gouvernement à la Cour des comptes. Lorsque, effectivement, le dossier était dans le circuit, j'ai appris qu'on m'a affecté comme commissaire du gouvernement à la Cour des comptes. Pendant que vous n'avez pas encore rendu la décision. Mais justement. Bon, en tant que praticien, j'ai pris mes garanties et j'ai été très prudent, j'ai écrit. Donc j'ai donné mon avis par écrit et j'ai versé dans le dossier. Et j'ai communiqué mes écrits aux autres collègues. Et comme j'ai été affecté comme commissaire du gouvernement, on a voulu rabattre le dossier pour une nouvelle recomposition. Mais les gens ont dit non. On peut délibérer parce que... les décisions sont déjà... Il ne reste qu'à rendre public. Le conseiller qui est parti a fait un écrit et les deux autres conseillers sont là. Donc on peut véritablement délibérer. Donc c'est comme ça que... Donc vous voyez comment... Quel intérêt votre président avait-il à disparaître? Bon, il faut peut-être mettre ça sous l'angle de la collusion avec le monde financier. Et la société d'assurance? Ah, c'est possible. Ou un lobby financier en tout cas. Donc ça, ce sont des choses que vous avez vécues au sein du corps? Oui. Et quand c'est comme cela, qu'est-ce que vous ressentez? Quand c'est comme ça, je me rends compte qu'il y a certains qui ne prennent pas au sérieux le serment qu'ils ont prêté. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à qualifier cela de parjure? En tout cas, c'est une faute disciplinaire. Et à propos de discipline, qu'est-ce que vous avez en mémoire par rapport à cette commission d'enquête qui a été mise en place par le Conseil supérieur de la magistrature pour sanctionner justement tous ces magistrats et auxiliaires de justice liés à la question de l'éthique et de la déontologie? Finalement, le compteur a été remis à zéro avec une décision du Conseil d'État, alors que 37 magistrats avaient été épinglés, plus des auxiliaires de justice. Certains ont été sanctionnés, d'autres mis hors de cause. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette opération de salubrité prise à l'issue justement du pacte, parce que vous avez évoqué l'expérience ou du moins l'apport du ministre de la Justice, Joséphine Ouédraogo, sur la transition? Non, par rapport à cette question, je veux vous dire que ce n'est pas la première commission qui a été mise sur pied par le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a eu la commission qui a été présidée par Mme Dakouré, qui est actuellement membre du Conseil constitutionnel. C'était en 2005, si je ne me trompe pas. Mais on n'a pas pu tirer les conclusions de... La commission n'est pas allée jusqu'au bout comme ce qu'on a connu en 2017. Et partant de cette expérience, je fais la parenthèse pour dire que partant de l'expérience de la commission d'enquête de Oumarou Clément, bon, nous avons... Tu es en décembre 91. Oui, par rapport à cette commission, j'étais membre représentant le MDHP. J'ai dit non, désormais il faut que les commissions soient une commission internationale. Parce que dans le dossier Clément Oumarou, nous avons fait les termes de référence pour faire venir les experts en balistique et autres. Parce qu'à l'intérieur, ici, au ministère de la Défense, les gens ne voulaient pas s'y engager. Donc, c'est comme ça que la commission concernant Norbert Zongo a été une commission d'enquête internationale présidée par mon collègue Kambou. Donc, pour la commission disciplinaire, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas créer une commission pour créer une commission. Et je me suis rendu compte que cette commission-là n'allait pas pouvoir travailler. Et je leur ai dit, bon, vous venez à la Cour des comptes, vous regardez ma salle d'attente. Si ça vous convient, vous l'occupez et puis vous faites vos travaux. Et c'est comme ça qu'ils ont effectivement commencé le travail. Mais on était tous unanimes au niveau de la magistrature qu'il fallait fixer le sort de tous les dossiers concernant les magistrats mis en cause.
Mais à un moment donné, dans la pratique, et c'est là je réponds à votre question, lorsque nous avons siégé avec toutes les garanties possibles de droits humains et de procédures, voilà que, en un tour de bras, cela a été remis, je vais dire entre griffes, et cela a été remis en cause par le Conseil d'État. Vous voyez la rapidité avec laquelle la décision du Conseil d'État a été rendue. Mais en même temps, quand vous regardez la décision qui a été rendue... La décision rendue par le Conseil d'État. Mais ça n'a pas de destinataire. La mise en application va poser problème. Et c'est pour cela que, au niveau de notre syndicat, nous avons fait une tierce opposition. Le syndicat des magistrats burkinabés, SMB. Nous avons fait une tierce opposition pour que le Conseil d'État se prononce, parce que sa décision est difficilement applicable. Donc, sur ce point, je pense que lorsqu'on veut reprocher à quelqu'un, parce que nous sommes juges, lorsqu'on veut reprocher à quelqu'un des faits, il faut que celui qui veut faire les reproches là soit exemplaire. Et c'est ce que nous avons voulu imprimer au niveau de la magistrature en donnant l'exemple. Malheureusement, aujourd'hui, cela est en suspens. Mais comme je l'ai dit, en matière disciplinaire, tous les faits qui ont été relevés, c'est des faits imprescriptibles. Est-ce qu'il n'y a pas justement qu'on crie à la chasse aux sorcières? Non, ce n'est pas une chasse. Parce que s'il faut rappeler des faits disciplinaires, il y a 10 ans, il y a 20 ans... Mais c'est ça aussi la responsabilité. C'est ça aussi la responsabilité. Et j'ouvre la parenthèse pour vous dire que sur ce plan-là, ça vous suit toute la vie. Parce que dans tous les cas, vous avez fait œuvre utile. Je parle des médias. En publiant le rapport, vous voyez que c'est des faits têtus. C'est des faits têtus. Donc, non, il n'y a pas de danger à remuer le couteau dans la plaie. Mais à propos de cette commission d'enquête, on a vu d'autres syndicats, le syndicat autonome des magistrats burkinabés, justement, SAMA, qui était monté au chrono, alors qu'au départ, cette structure syndicale était co-signataire de vos déclarations de soutien à la commission d'enquête et à cette œuvre de salubrité publique, en quelque sorte, au sein du corps. Bon, comme c'est une question interne à eux, au syndicat, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord par rapport à la déclaration qui a été faite. Vous voyez que ça n'a même pas porté de signature. Donc, il y a des problèmes à ce niveau. Même au sein du SAMAM, il y a des gens qui sont pour que le conseil de discipline tire effectivement les conséquences. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais malheureusement, quand vous prenez les faits, pratiquement... Dans les 3 syndicats, il y a des collègues qui sont mis en cause. Des militants des 3 syndicats. Oui, mais ça n'empêche pas. Donc, ce n'était pas des règlements de compte, ce n'était pas les Christophe Compaoré qui veulent régler leurs comptes avec ceux qui les ont brimés. Non, et la preuve, c'est que celui-là même, et là je le félicite même, celui-là même qui a présidé la commission d'enquête. Abdoulaye Bari. Mais Abdoulaye Bari, il est du SAMAM. Et vous savez que le Conseil supérieur de la magistrature est composé de membres de droit et de membres élus, dont Bari Abdoulaye est membre élu et des membres désignés par les syndicats. Donc, nous valons plus d'une vingtaine. Et en réalité... Vous avez parlé du fait que ma carrière a été en dents de scie. Sinon, en réalité, c'est moi qui devais présider la commission d'enquête du fait de mon âge. Parce que je suis plus âgé que Bari et au regard du conseil de discipline plutôt. Parce que la commission d'enquête a été présidée par Jean Condé, mon collègue. Condé. Non, je devais présider le conseil de discipline au regard de mon âge.
au regard de mon âge, parce que il y a certaines personnes qui se sont devinées. Et vous savez, vous faites allusion à Souleymane Coulibaly? Oui, bon, ils se sont devinés. Bon, Yerabanga, ils se sont devinés. Et finalement, il fallait utiliser les dispositions du statut de la magistrature pour désigner un président. Et le président, c'est le plus, j'arrive dans le grade le plus élevé. Et comme j'ai été brimé, je ne pouvais pas avoir le grade le plus élevé à l'époque. Donc, c'est Barry qui a présidé, mais Barry ne peut pas imprimer sa volonté sur la vingtaine de personnes qui composent le conseil de discipline. Le conseil de discipline. Et c'est là que j'ai déploré un peu. Bon, je vais vous titiller un peu. C'est là que j'ai déploré un peu la position de mon collègue militant du MBDHP, Nama Germain, de n'avoir pas approché le Conseil supérieur de la magistrature pour comprendre comment cela s'est passé. Donc, Barry ne peut pas déteindre sur la décision. C'est une décision collégiale, il doit se soumettre. Alors, justement, à propos du syndicalisme, on va revenir au départ, le SAMAP, c'était votre syndicat. Oui. Et vous faites partie de ceux qui ont créé en fait ce premier syndicat au niveau de la magistrature burkinabé. Oui. Par la suite, vous êtes retrouvé au niveau du SMB. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu une déchirure aussi au niveau du SAMAP et finalement, on est allé par siciparité, on se retrouve aujourd'hui avec 3 syndicats de magistrats. Oui, je vais vous expliquer brièvement parce que, comme je l'ai dit, sous la Révolution, il a été dit, et pas des moindres, qu'il n'y aura jamais de justice indépendante dans notre pays. Et le premier congrès du SAMAP, quand vous reprenez les conclusions, c'était sur l'indépendance de la magistrature. Et c'était des heurts avec les autorités à l'époque, c'était vraiment l'hostilité ouverte. Et comme je vous l'ai dit, lorsqu'il s'est agi d'aller au PAS, au programme d'ajustement structurel, j'étais conseiller à la cour d'appel. Et je faisais partie du bureau du SAMAP à l'époque, qui était le syndicat unique au niveau donc des magistrats. Et nous avons reçu l'invitation pour participer aux assises sur les PAS à un jeudi. Et vous savez que les magistrats sont dispersés dans l'arrière-pays. Et les assises devaient se tenir le samedi. Et le bureau s'est réuni et a estimé qu'on ne pouvait pas faire venir les collègues, compte tenu des moyens de l'époque d'ailleurs, pour échanger. Et le bureau a pris la responsabilité de m'envoyer pour exprimer la position du syndicat. Et c'est là, lorsque je suis arrivé, à 11h, j'ai donné la position du syndicat. Et les gens ont senti tout de suite qu'il y avait un grain de sable. Parce que la composition, la configuration au sein de la Maison du Peuple, ce n'était que les CDR qui étaient là. Et moi, qui approuvaient les passes. Ouais, donc, j'ai donné ma position. Mon ministre, à l'époque, paix à son âme, il est décédé. Il a voulu qu'on me sanctionne sur place. Des collègues ont dit de me sanctionner sur place. J'ai dit non. Je ne suis pas venu ici au titre du ministère, mais je suis venu au titre du syndicat des magistrats à l'époque, SAMAP. Parce que si on va au PAS, il y aura des prébanes. La corruption va gagner en ampleur. Il y aura beaucoup de crises parce qu'il y aura des déflations, des fermetures d'usines. Il y aura une crise
Au dernier recours, c'est le magistrat qu'on va voir. Nous tenons à attirer votre attention là-dessus. Nous ne voulons pas qu'on aille au pass. Il y a d'autres possibilités pour éviter le pass. Et l'expérience a montré que le pass n'est pas bon pour nos pays. Et aujourd'hui, mais le système de Bretton Woods, ils reconnaissent que le pass n'a pas été bon. À l'époque, nous l'avons dit. Donc, la séance a été suspendue à 11h et on a repris la séance à 17h. Donc, vous voyez qu'il y a... Il y a eu un malaise. Et à 17h, je suis revenu et j'ai fait des propositions pour qu'on n'aille pas au pass. Malheureusement, je n'ai pas le document ici, mais je peux donner un point. Et j'avais dit de demander à ce qu'on supprime la dette. Et c'est à partir de là, justement, que des collègues se sont mis en branle pour faire une pétition pour qu'on convoque un congrès. Vous dites que on contestait la position prise lors de ces assises sur les passes. Donc, nous avons dit non, donnez-nous une semaine. Nous allons préparer le rapport financier et le rapport moral. Ils ont dit non. Il faut le convoquer ici et maintenant. Voilà. Donc ils ont fait le tour, justement des juridictions avec les moyens de l'État et avec la complicité de mon collègue qui est décédé, père à son âme, Komi Sambo. Et puis Normand Ernest qui était au ministère de l'administration, ils ont donné l'autorisation pour convoquer le congrès. Nous avons estimé au niveau du bureau que nous ne pouvions pas y aller. Et c'est comme ça qu'ils ont tenu le congrès. Et le bureau a été mis de côté. Le bureau a été mis de côté et, père à son âme, c'est Ouedraogo Cheikh qui a pris la tête du syndicat. Donc, ceux-là qui sont partis de ce côté, bon, bien sûr, c'était le magistrat acquis. Est-ce que ce n'est pas un raccourci que vous prenez? Non, ce n'est pas un raccourci. Et aujourd'hui, vous voyez que on œuvre vers l'unité syndicale à travers le comité intersyndical des magistrats. Est-ce que c'est cette histoire qui fait que cette histoire de syndicat du pouvoir est collée au SAMAP? Oui, et il en existe encore. Il en existe encore. Des membres qui flirtent avec le pouvoir. Alors finalement, vous avez préféré aller créer le SMB. On a créé le SMB. Par la suite, il y a eu le SBM qui a tenté de vous réconcilier sans succès, qui a préféré aussi faire son groupe papa. Parce que effectivement, quand les jeunes sont venus après la scission, ils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas opérer un choix entre les deux. Donc, ils ont préféré créer leur syndicat. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les différents statuts, puisque nous avons été à l'origine de la rédaction des statuts du SAMAP, quand vous prenez les statuts du SMB, quand vous prenez les statuts du SBM, c'est pratiquement les mêmes principes qui gouvernent ces syndicats. Et qu'est-ce qui vous empêche d'être dans une action C'est ce que nous sommes en train de faire. Difficilement. Mais ça va arriver. Vous êtes confiant? Je suis confiant. Alors le SMB, finalement, que vous avez dirigé en 2016, vous avez passé la main il n'y a pas longtemps à un autre secrétaire général, oui. Un jeune, oui. Parce que votre syndicat était considéré justement un syndicat de vieux, des gens qui sont à quelque part de la retraite. Mais non, c'est pas... Que vos militants se recrutaient beaucoup plus dans les magistrats de grade exceptionnel, justement. Non, ce n'est pas du tout ça, parce que pour situer ça dans un contexte donné. Mais en même temps, on avait des sympathisants du côté des jeunes. Donc, nous n'avons pas cloisonné notre syndicat
À une certaine génération. Non. La preuve, c'est que j'étais étonné même quand ces jeunes-là sont sortis de l'ENAM, ils sont venus rencontrer le bureau, qu'ils ont suivi sur le terrain, ils préfèrent venir avec le SMB. Parce que dans la réalité, on a comme une rivalité, une opposition entre le SAMAB et le SMB. Et le SMB servait en quelque sorte de syndicat intermédiaire, vous, votre structure syndicale. Non. C'est caricatural ou c'est la réalité? Non, chacun a ses principes. Mais je peux dire que avec l'évolution même au niveau du SAMAB, aujourd'hui, on arrive à avoir des points d'accord. Mais c'est lié au départ. Il y a des gens qui ont choisi de servir l'État, le pouvoir en place. Et c'est ça qui a créé la situation à notre niveau. Mais aujourd'hui, les gens comprennent que on vous utilise, après on vous abandonne. Et je vous ai donné l'exemple de Joséphine Ouédraogo a impulsé ce qu'il fallait au niveau de la magistrature. Et aujourd'hui, les gens comprennent. Mais aujourd'hui, les Burkinabés attendent toujours sur le traitement des dossiers, mais aussi sur la question des manquements liés, parce que les plaintes ne manquent pas, les accusations contre des acteurs de la justice, notamment des magistrats, ne manquent pas, sur les questions d'éthique et de déontologie. Mais jusqu'à ce jour, apparemment, il faut remonter à des lustres pour qu'on sanctionne les magistrats. Finalement, on se demande qui va juger le juge. Tout cela va évoluer. En entendant, il y a belle lurette qu'on touche à un magistrat alors qu'il déconne quand même. Non, mais je vous ai dit que les procédures sont en cours. On verra bien. Le Conseil d'État sera obligé de se prononcer, dans un sens ou dans un autre. S'il se prononce dans un sens qui va dans le sens de confirmer la décision ou d'annuler ce qu'ils ont eu à donner comme verdict, bon, on pourra éventuellement reprendre la procédure. C'est pour cela que je vous ai dit que c'est des faits qui sont imprescriptibles. Donc vous avez foi qu'on arriverait un jour à ce qu'on sanctionne des magistrats pour des questions liées à des manquements? À tous les niveaux. Vous voyez, la magistrature a voulu donner l'exemple. Parce que quand vous regardez le contenu du serment du magistrat, il est lourd de sens. Et il faut le respecter. Et pour pouvoir juger les autres, il faut que soi-même, nous soyons un modèle. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, Radio Liberté reçoit Christophe Compaoré. Il est le procureur général après la Cour des comptes. Rapidement, un mot sur la Cour des comptes. Une institution pas bien connue des justiciables. Que fait exactement la Cour des comptes, Christophe Compaoré? Non, je vais vous résumer un peu les attributions de la Cour des comptes. Vous savez que nous avons une mission juridictionnelle et nous avons une mission administrative. Juridictionnelle, ça veut dire que vous pouvez juger. Oui, nous avons une mission juridictionnelle, une mission administrative et puis une mission informative à travers les rapports que nous publions. Mais ce qui est important, c'est que au niveau juridictionnel, et c'est là les gens ne comprennent pas. Il ne faut pas faire une conclusion systématique et automatique de cause à effet entre la notion de de mauvaise gestion et de sanctions pénales. Autrement, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a une faute de gestion que forcément la personne peut être privative, peut être jugée et condamnée à des peines privatives de liberté. Voilà, je vous explique. C'est-à-dire la Cour n'a pas compétence pour instruire, juger des actes qualifiés d'infraction. Son rôle se limite strictement à saisir le juge judiciaire pour ce volet-là. Mais en même temps, je vous ai dit qu'on a une mission juridictionnelle. La mission juridictionnelle, c'est que lorsque la Cour des comptes effectue un contrôle de gestion, par exemple d'une entité comme la Sonabi, la LONAVE, elle peut découvrir des irrégularités. Et ces irrégularités, si elles sont susceptibles d'être qualifiées de faute de gestion, par exemple, on n'a pas respecté les textes en matière d'achat public, la Cour des comptes peut s'auto-saisir. Et puis, lorsque les faits sont avérés, la Cour peut prononcer une amende
qui ne peut pas être inférieur à 20 000. C'est le minimum. Le maximum, ça ne doit pas dépasser le double du salaire brut de l'ordonnateur. Donc voilà la différence entre l'ASE, l'autorité supérieure du contrôle de l'État et la lutte contre la corruption, et la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes a cela de plus qu'elle est une juridiction. Alors que l'ASE ne fait que constater. La Cour des comptes peut qualifier. Alors, un mot sur ses compétences, parce que pendant longtemps, on a eu ces débats sur le contrôle de la gestion des finances au niveau de l'Assemblée nationale. De nos jours, c'est le ministère de la Défense. Est-ce qu'au niveau de la Cour des comptes, vous avez capacité, vous avez pouvoir voir de ce que ces structures-là font des finances publiques? Oui, il n'y a pas d'obstacle au niveau de la Cour des comptes. Les textes sont clairs, il n'y a pas de secret professionnel à opposer à la Cour des comptes. Est-ce que c'est déjà arrivé à l'Assemblée nationale ou au ministère de la Défense? Ni de secret défense. Maintenant, pour la publication des résultats, la Cour doit s'entourer de certaines prudences pour ne pas exposer le pays. Est-ce que c'est déjà arrivé? Nous n'avons pas encore contrôlé le ministère de la Défense, encore moins l'Assemblée nationale. Mais dès lors qu'il y a 1 centime de l'État burkinabé, la Cour des comptes, au regard des textes, peut aller contrôler aussi bien la présidence du Faso que l'Assemblée nationale. Parce que ce sont des sous du contribuable, ce sont des deniers du contribuable. Alors, quelques questions d'actualité avant de clore cette émission sur la question sécuritaire. Le Burkina Faso qui était une fois de plus en deuil national du 22 au 23 janvier 2020 suite à une attaque au niveau de la commune rurale de Barsalgo qui a fait 36 morts. Le gouvernement avait précisé qu'il y a eu dans un premier temps 32 personnes abattues à Nagraongo, toujours dans la commune rurale de Barsalgo, puis 4 autres à Alamou, un autre village. Quelle est votre réaction sur ce énième drame que vit le Burkina par rapport à la question sécuritaire? Non, en liminaire, je vous avais dit que si nous connaissons cette situation-là, c'est parce que les conclusions de Vienne de 1998 ne sont pas effectives, c'est-à-dire tous les droits humains pour tous. C'est ce qui explique aujourd'hui cette situation-là. Parce que dans les accords que nous signons, nous devons mettre en avant les textes que nous avons ratifiés en matière des droits humains. Mais malheureusement, lorsque nous signons des accords, il n'y a pas une symbiose, il n'y a pas une concertation entre ceux-là qui sont habilités à signer et les experts dans ce domaine-là. Parce qu'il faut mettre toujours en avant ces principes-là pour éviter justement que des situations de non-mise en œuvre de ces droits-là, droits civils et politiques, droits économiques et sociaux, le droit au développement ne soient pas pris en compte. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'invité de la semaine s'achève. Radio Liberté recevait le magistrat Christophe Compaoré. Il est procureur général après la Cour des comptes. Ancien secrétaire général du syndicat de magistrats burkinabé, le 29 janvier exactement, vous êtes admis à la retraite. Christophe Compaoré, merci d'avoir accepté cette émission témoignage sur votre carrière et bonne retraite à vous. Merci beaucoup, mais en même temps, je voudrais féliciter la Voix citoyenne, Radio Liberté, parce que au début, comme je l'ai dit, j'ai rendu hommage à nos aînés et je me rappelle que lorsque nous avons créé les MDHP, nous avions su que les médias constituaient un médium important pour la vulgarisation des droits humains. Et l'idée a germé lorsque nous sommes allés à Rome pour suivre la négociation du traité de Rome sur la CPI. Nous avons visité Radio Vatican. Et c'est à partir de là que nous avons pris des contacts jusqu'à ce que Radio Liberté voit le jour. Donc je voudrais vraiment vous remercier pour le travail que vous abattez. Et vous avez compris que lorsque la liberté d'expression s'est heurtée à des difficultés au niveau du Burkina, c'est les MBDHP, à travers sa pétition. À l'époque, nous avons fait la pétition parce que le journaliste du matin, si je ne me trompe, avait été condamné. Parce que le texte qui existait à l'époque ne prévoyait pas l'exception de vérité. Donc le juge était tenu de condamner le journaliste, même si les faits étaient avérés.
Et il a fallu que le professeur Kizaro, paix à son âme, endosse cette pétition-là à l'Assemblée nationale. Et la commission des affaires institutionnelles et des droits humains a examiné le projet parce que nous avons réussi à réunir le nombre de pétitions. Et la commission a examiné notre proposition et a adopté le texte à l'unanimité. Mais c'est en plénière que les gens n'ont pas voulu que ça soit une victoire du MDHP. Et le ministre de la Communication à l'époque, Yann Climité, a récupéré le texte et a réintroduit autrement. Mais les aspects que le MDHP avait prévus ont été récupérés par le ministère. Et c'est ce qui a conduit à l'élargissement des espaces de liberté aussi dans notre pays. Merci bien Christophe Compaoré. Mariette Kokwaga était à la technique. Devant ce micro, Atiana Serioulon. Rendez-vous très prochainement sur la 92.8 FM pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine avec un nouvel invité. En attendant, bonne suite de programme sur la 92.8 FM.